Eh bien, mesdames, messieurs, merci d'être venus ce soir. C'est un bel hommage que vous allez rendre aux deux personnes dont Guy Arnaud va parler à la conférence. Bel hommage vibrant. La salle est pratiquement comble. C'est rare que lors des conférences, on arrive à 150, 155 personnes. Voilà, c'est ce que vous êtes environ ce soir, environ 155 personnes. Cet hommage sera d'autant plus vibrant et on rentrera dans l'émotion que la personne qui va nous faire la conférence, c'est Guy Arnaud. Guy Arnaud, c'est le fils d'un des deux frères Arnaud et le neveu du second, qui ont été assassinés par le nazisme en 1944. Cette conférence a d'autant plus de profondeur, c'est que actuellement, c'est vrai que on doit parler de ces choses-là, des choses qui se sont passées dans les années 40. Ces autocraties, ces fascismes qu'il y a dans le monde, même actuellement, pour éviter que ça revienne, parce qu'on n'est pas à l'abri de tout ça. Voilà, Guy, je te remercie d'être venu, c'est à l'année que tu viens. Je rappelle aux gens que tu es prof d'espagnol. Vous avez fait déjà une conférence sur la cause catalane et une conférence sur Franco, il y a peu de temps. Avant de te laisser le micro, je vais laisser la parole à Mme Garonzi, conseillère régionale, première adjointe au maire à la culture. Merci Jean-Paul. Mesdames et messieurs, tout d'abord, je tiens à excuser M. Alain Chatillon, sénateur, qui ne pouvait pas être parmi nous ce soir. Et je me joins aux nombreux membres du conseil municipal ici présents, dont M. le maire, pour remercier la Société d'Histoire d'avoir initié cette conférence. Conférence très importante. Lorsque nous nous réunissons pour les commémorations, et notamment celle du Guinée, nous nous retrouvons devant la stèle de la résistance et lorsque retentit le chant des partisans, nous regardons ces photos qui sont accrochées autour de ce monument et nos pensées vont vers ces personnes qui ont donné leur vie afin de sortir la France de ces heures sombres. Il a fallu beaucoup de courage à ces hommes et à ces femmes. Et j'aurais une pensée également pour une juste parmi les nations, Henriette Pagès-Vogt, qui elle aussi a œuvré à sa façon pour que la France puisse redevenir la nation qu'elle devait être. Monsieur, vous avez fait un travail de recherche certainement, on va dire, initiatique et peut-être cathartique. Et nous vous remercions très sincèrement de nous faire part ce soir de ces résultats de recherche. Je pense que nous allons vous écouter religieusement, avec beaucoup d'intérêt, et surtout, comme le disait Jean-Paul, avec beaucoup d'émotion. Parce que ce travail n'a pas dû être évident pour vous, et je pense que nous allons ressentir tout ce que vous avez pu, vous, ressentir dans les pas de votre Père. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Bonsoir à tout le monde d'abord. Je ne peux pas être insensible aux belles paroles que je viens d'entendre, mais je dois dire que je viens avec beaucoup de plaisir à Ravenne, répondant à la troisième invitation de la Société d'Histoire, et qui m'accueille chaque fois très chaleureusement. Je dois vous dire que cette fois-ci, cette invitation a plus d'importance, plus de sens pour moi, pour les raisons qui viennent d'être exposées. Mais c'est un travail que j'ai fait lentement, que j'ai fait le plus sérieusement possible, et surtout en essayant de garder une distance suffisante pour ne pas tomber dans le pathos, pour ne pas chercher à pitoyer qui que ce soit, et en restant le plus objectif possible. J'ai longtemps entendu, pour évoquer ces événements, j'avais 6 mois lorsque l'opération de la Gestapo a été exécutée sur les forts, 6 mois, et je n'en ai donc aucun souvenir. Néanmoins, ces heures-là m'ont toujours accompagné, mais je ne les ai jamais évoquées publiquement.
j'ai gardé le bord de réserve par rapport à tout ça. Et si je me décide aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu accès à des documents qui étaient très importants pour moi. Je vais en profiter pour remercier Viviane Salvata, grâce à qui j'ai pu avoir accès aux archives de la justice militaire de Bordeaux, et ainsi qu'à des archives qui viennent de Bad Arolsen en Allemagne. C'est le centre le plus important au monde qui concerne pour les archives concernant les atrocités nazies. Par rapport à ces documents, je dois aussi remercier Mathieu Maravay, sans qui je n'aurais pas pu exploiter la totalité des documents qui sont rédigés en allemand. Et je remercie aussi un de mes amis de Castres, Gérard Gaillac, qui m'a permis d'exploiter grâce à Photoshop. De mes amis de Castres, Gérard Gaillac, qui m'a permis d'exploiter grâce à Photoshop des documents qui étaient à peine lisibles. Donc j'ai essayé d'en avoir une lecture critique, c'est-à-dire j'ai essayé de dépasser la compréhension littérale en essayant de comprendre quelles étaient les idées sous-jacentes, en évitant d'approuver tout ce qui semblait a priori facile. Naturellement, mes hypothèses ne restent justement que des hypothèses. Chacun pourra les évaluer comme il voudra. Ce ne sont pas des vérités établies, mais je me suis interrogé pour aller jusqu'au bout de la compréhension de ces documents. Il va de soi que ces documents portent le plus souvent sur des personnes de ma famille, mais pas seulement. Je me suis fait un point d'honneur, à respecter aussi toutes les autres personnes, toutes les victimes qui ont été arrêtées ce jour-là à Durfort et à Revel. Et ma démarche, si vous voulez, consiste à associer dans le même hommage non seulement les personnes de ma famille, mais tous les résistants du maquis de Durfort, tous ceux du corps franc de la Montagne Noire, et au-delà, toutes les victimes du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Je pense que de cette façon, on pourra comprendre comment le destin de plusieurs familles de Revel et de Durfort a basculé tout d'un coup le 3 mars 1944. Et j'espère en tout cas que ce travail pourra vous éclairer. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous le permettez, je voudrais avoir une pensée pour ma tante Lily Bonnet, Eliane Bonnet, qui vit tout près d'ici, mais qui n'a pas pu se déplacer ce soir. Elle avait 16 ans le jour de l'arrestation de ses frères, et il est sûr qu'elle a vécu cet épisode de façon plus consciente et plus douloureuse que moi. Donc, je tiens à l'associer à la conférence de ce soir. Si vous voulez, nous allons rentrer, je vais essayer de trouver... Oui. Pardon. Si, je ne vois pas trop là, avec le projecteur. C'est mieux comme ça? Tiens là, pas très près. Comme ça? Oui. C'est bon, c'est mieux comme ça. D'accord, merci Jean-Paul. Donc, voici l'ouverture de cette conférence. Le titre, bien sûr, vous le connaissez, vous en avez eu communication. L'arabe du 3 mars 1944, à Revel et Durfort. Il est peut-être nécessaire d'expliquer quelle était la situation à cette date-là à Revel et à Durfort. Le maquis de Durfort était dirigé par mon oncle Roger Arnaud. Dans sa carrière, vous la connaissez peut-être, elle se trouve à l'entrée du village. Elle est un peu dissimulée par des maisons qui se sont construites au bord de la route. Mais cette carrière permettait de cacher de nombreux réfractaires au service du travail obligatoire en Allemagne. Mon oncle, donc Roger Arnaud, était un résistant de la première heure et il était accompagné par de nombreuses autres personnes et aussi par son frère, mon père donc, qui, à Revel, avait une entreprise de transport et les deux, l'un par le transport, l'autre par l'extraction de matériaux, avaient une entreprise de travaux publics. Le garage de mon père se trouvait à l'époque avenue de la Gare, au numéro 6, là où il y a actuellement le garage Euro Répar. Et nous habitions
nous, les enfants et ma mère, et les enfants de Charles Arnaud, nous habitions au numéro 2 de l'avenue de la Gare. Là, aujourd'hui, il y a une belle devanture qui présente le groupe Crespi. Voilà, pour situer. Donc, le maquis de Durfort est victime, le 3 mars, d'une trahison par un sinistre individu dont je vous reparlerai tout à l'heure. Et à la suite de cette trahison, une opération vient de la Gestapo, vient les arrêter, vient arrêter en tout une quinzaine de personnes qui vont être emprisonnées à Saint-Michel, à Toulouse, à la prison, et ensuite déportées en Allemagne, ou fusillées comme mon oncle. Donc c'est la situation le 3 mars 1944 à Durfort. La rafle va emporter toutes ces personnes, et on peut dire donc que la rafle aurait pu, dans le titre, aurait pu être présentée comme une tragédie. La tragédie, finalement, c'est la lutte d'êtres ordinaires contre un destin inéluctable. Et c'est, voici pardon, excusez-moi, je ne vois pas très bien mon écran, je vais revenir en arrière, par seconde. La tragédie, donc, voilà, et ses conséquences, les conséquences qui vont construire le plan de ce que je vais vous présenter ce soir, avec les arrestations, la prison Saint-Michel, le convoi des tatoués, il faudra expliquer ce que c'est, le camp de concentration de Flossenbourg, et pour finir, la marche de la mort. La tragédie, je vous disais que c'est la lutte d'êtres ordinaires contre un destin inéluctable. Et ce document que l'on voit vient du tribunal militaire permanent de Bordeaux, qui a instruit un procès contre le KDS de Toulouse, comme vous voyez en haut. Le KDS, pour faire simple, c'était le commandement de la police de sécurité allemande. Il y avait 17 sections en France qui couvraient l'ensemble du territoire. Donc, le tribunal militaire de Bordeaux a instruit un procès pendant 3 ans, de 1950 à 1953. Et quand j'ai vu le dossier qui concernait l'affaire de Revel, j'ai fait un rapprochement avec une tragédie classique qui aurait respecté la règle des 3 unités. L'unité d'action, celle du KDS, l'unité de temps, le 3 mars, parce que l'opération qui nous concerne plus particulièrement, l'opération donc qui nous concerne, a été effectuée en 24 heures. Et l'unité de lieu, parce qu'entre Revel et la proximité de Durfort, on pouvait considérer qu'il s'agissait, comme l'a estimé le tribunal, de l'affaire de Revel. Ça aurait été parfait, ça aurait convenu tout à fait, pour terminer la comparaison, si on avait respecté aussi la règle de la bienséance dans la tragédie. Dans la tragédie, il ne faut pas voir le sang couler, ni la violence. Alors, on comprend tout de suite, avec ce qui s'est passé, que cette affaire-là, ce n'était pas une représentation, ce n'était pas de l'imagination, c'était malheureusement bien réel. Le KDS de Toulouse, je viens de vous en parler, ça veut dire Kommando der Sicherheitspolizei. Traduction, c'est le commandement de la police de sécurité. Et 17 sections, je vous le disais. Son siège se trouvait rue Meignac. Actuellement, c'est la rue des Martyrs de la Libération. Et c'est une rue qui est perpendiculaire aux allées Frédéric Mistral à Toulouse, entre le Grand Rond et le Monument aux Morts. On l'appelait le Petit Château de l'Horreur. Il y avait 53 membres permanents, dont 21 allemands, vous le voyez, et le KDS recrutait facilement de la main-d'œuvre parmi la pègre, dont un bel exemple, malheureusement, sera ce Pierre Desmond, dont on parlera plus longuement tout à l'heure. En fait, le KDS comportait 4 sections, 3 qui étaient destinées à des tâches administratives, et la 4e qui constituait réellement ce qu'on a appelé la Gestapo, police secrète d'État, dirigée par Karl-Heinz Müller, faisait la traque aux opposants politiques, aux résistants et aux juifs. Le KDS a été commandé d'abord par le capitaine Retzek jusqu'en 1943,
ensuite par le lieutenant Bill Finger jusqu'au décembre 1943. Tous ces personnages se sont illustrés d'une façon ou d'une autre par leur cruauté, par leur activité impitoyable, mais le plus remarquable a été ce sympathique individu qui était le lieutenant-colonel Sûr, qui a dirigé le KDS jusqu'à la fin. Le préfet régional de l'époque, qui s'appelait André Sadou, a déposé, a témoigné contre ce lieutenant-colonel, a dit que son visage était complètement fermé, n'exprimait que la haine, et qu'on avait l'impression, en lui parlant, que le moindre mot déplacé pouvait vous faire arrêter ou même vous faire exécuter. Le préfet continue en disant que à cette époque-là, le bruit courait à Toulouse, qu'on pratiquait la torture à la prison Saint-Michel, et également au siège du KDS rue Meignac. Le bruit courait, et il dit « Je n'ai jamais pu en avoir confirmation ». Ça m'interroge un petit peu en me demandant si c'est un manque de volonté ou si c'est l'illustration de la faiblesse de ces services, des services de la préfecture, par rapport à l'occupant. Il me semble que se contenter d'un bruit qui court à propos d'un problème pareil, c'est une explication un peu légère. Ce lieutenant-colonel a eu la bonne idée de se suicider dans sa cellule pendant le procès de Wuppertal en 1946. Il y a eu un ordre d'informer en janvier 1946, un mandat d'arrêt en mars, et il s'est suicidé un peu plus tard. Dans une tragédie, il faut souvent un méchant. En l'occurrence, ça sera un traître. Et ce traître, il s'appelle Desmond, et nous allons parler de son errance criminelle. Il est en rupture de ban familial et social. Il est né à Carmont en 1923, dans une famille disloquée, mais ça arrive à d'autres qui ne tournent pas mal. Et il est en conflit rapidement avec son père, de sorte qu'il se retrouve de 1933, oui je ne me trompe pas, à 1936, à l'orphelinat Saint-Jean d'Albi. Il revient ensuite auprès de son père, n'y reste que très peu de temps, quitte de nouveau sa famille à 16 ans, et il connaît 7 condamnations de droit commun en 3 ans, de 1940 à fin 1943. Il accumule donc ces petites condamnations pour des vols, du vagabondage, bref, jusque-là, rien de très grave. Il est quand même incorporé dans un groupement disciplinaire des chantiers de jeunesse à Murat dans le Cantal. Au bout de 3 semaines, il déserte. Ce qui fait qu'il va se retrouver dans Albi, complètement à la rue, et il va errer d'un endroit à l'autre. Et le hasard, si l'on y croit, l'amène un jour dans un café qui n'existe plus à Albi. Il s'appelle le Petit Pontier. C'était un voisin du Grand Pontier, que tout le monde connaît peut-être. Le hasard donc le conduit dans ce café du Petit Pontier où il rencontre l'interprète de la Feldgendarmerie, c'est la police militaire d'Albi. Il explique son cas, qu'il a déserté, qu'il a besoin de papiers d'identité pour échapper aux poursuites de la police française. Et Vanderleu lui propose ce que je peux appeler l'affaire de Gaillac. Autrement dit, il lui dit, pour avoir des papiers, rends-toi à Gaillac au Café des Sports, ce que Desmond fait. Au Café des Sports, on lui indique une ferme à Gaillac, toujours, mais sur la route de Montauban. Il se rend dans cette ferme, il y passe la nuit, il est hébergé, mais avant de passer la nuit, le premier soir, il est invité dans un bal clandestin dans une autre ferme un peu plus loin, chez des Espagnols. Et bref, il revient chez son premier protecteur, de la première ferme, et
il se rend compte qu'il y a peut-être des choses à signaler à Vanderleu, dont je vous parlais tout à l'heure, ce qu'il s'empresse de faire. Une opération est menée. La famille de l'Espagnol de la deuxième ferme est arrêtée. Après, on ne sait pas trop comment le sort de cette famille a évolué, mais si vous voulez, c'est son premier fait d'armes, si je puis dire, au service de la gendarmerie. On va le laisser pour l'instant à cet exploit pour dire qu'il va tomber ensuite dans un engrenage, que le jeune voyou va devenir un collabo, et même encore plus tard, le collabo sera un agent de la Gestapo tout à fait patenté. Il est donc à la fois un traître et un criminel. Son errance se poursuivra quand même du côté de Limoges. Il ira sévir ensuite à Alger, il reviendra à Marseille et il finira par être arrêté en 1945. On va le laisser là, nous reparlerons de lui et on va étudier un peu ses motivations. Lorsqu'il est arrêté, il se présente à la police judiciaire de Toulouse et il fait une déclaration liminaire. Avant d'être déféré, vous le voyez, il veut faire une déclaration pour expliquer pourquoi il a été arrêté. Ce n'est pas un interrogatoire, c'est une déclaration volontaire, peut-être pas spontanée, parce que si on la lit, on se rend compte qu'elle est au contraire très bien construite, elle n'est pas improvisée en tout cas. Ce n'est pas non plus une confession parce qu'on ne voit pas une once de repentir dans tout ce qu'il raconte. La sincérité, déjà, peut être mise en doute. Pourquoi raconte-t-il tout ça? Est-ce qu'il raconte tout? On a tout de suite, rapidement, la preuve d'une grosse omission. Dans la brigade de Cordes, la brigade de gendarmerie, il y avait un gendarme qui s'appelait Doulcier, qui avait essayé de le ramener dans le droit chemin, et Desmond s'était empressé d'aller le dénoncer à la Gestapo. Le gendarme a été naturellement déporté et mort en déportation, et Desmond, dans tous ses exploits, n'en dit pas un mot. Est-ce qu'il espérait bénéficier d'une indulgence? Est-ce qu'il espérait gagner quelque chose ou ne pas perdre plus? Le fait est qu'il raconte tout ça avec une grande froideur, un manque d'humanité. Il n'y a pas l'ombre d'un sentiment. Il ne fait qu'énumérer, égrener toutes ces forfaitures. Et il maintient toutes ses victimes dans l'anonymat. Il parle du fermier, il parle du directeur de la carrière, il parle du transporteur, il parle du juif, et Dieu sait qu'à Limoges, il en a volé plus d'un. Bref, ces victimes sont dépouillées du statut de personne, et pour continuer la comparaison du début, elles n'apparaissent que comme des emplois au théâtre. Elles n'ont pas plus, pour lui, pas plus d'épaisseur. Avec une bonne dose de cynisme, parce qu'à la fin de sa déclaration, il dit « Ah, pardon, j'ai oublié de vous dire, à Limoges, j'ai escroqué un juif, je lui ai volé des bijoux, je lui ai volé de l'or, et j'ai enterré tout ça dans un jardin, dans un coffre que vous trouverez dans le jardin à tel endroit. » Et il fait ajouter un codicille pour que n'oubliez personne dans son inventaire. De sorte que si on le lit attentivement, on se rend compte qu'il présente tout cela comme un CV, comme un bilan de compétences, et que finalement, il définit ainsi son identité. Pierre Desmond, traître. Voilà. Le traître est aussi, peut être considéré comme le mal absolu, parce qu'il y a des criminels qui ne sont pas traîtres. Et le criminel est identifié comme tel. Le traître, qui devient à son tour criminel, nage dans le sordide. C'est encore pire. Donc pour moi, c'est le mal absolu. Le destin, parlons-en.
comment se fait-il que cet individu ait croisé le destin du maquis de Durfort? L'interrogation mérite d'être examinée. Est-ce le hasard? Je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait y croire, dans certains cas, qu'on n'était pas obligé d'y croire. Mais là, je crois que le hasard n'a rien à y voir, parce que finalement, tout est fait à une cause. Il y a sans doute une part de malchance, d'excès de confiance et d'imprudence dans ce qui s'est passé à Durfort et à Revel ce jour-là. Si vous vous rappelez, on a laissé Desmond, après l'affaire de Gaillac. Je passe sur des détails et des choses pas trop signifiantes. Et il se retrouve à Toulouse, toujours à la recherche de papiers d'identité. Il échoue dans un café-épicerie sur la route de Revel. Il explique son problème. Les gens de cette épicerie le prennent un petit peu sous leur protection et le font entrer en contact avec un employé de mairie de Toulouse qui lui fournit des papiers d'identité, lui dit qu'il ne peut pas rester à Toulouse parce que c'est trop dangereux, et lui propose de l'amener à Revel. Ils partent donc à Revel par le train. Il y avait une liaison ferroviaire à l'époque. Ils arrivent, ils prennent contact avec mon père, Charles Arnaud. Ils vont à la carrière. À la carrière, sans beaucoup plus de précautions, on l'accueille et on lui montre un poste émetteur. Cela se passe comme ça toute une après-midi. Et le soir, alors qu'il était prévu qu'il reste un certain temps à Durfort, le soir, il est décidé, je ne sais par qui, de le laisser repartir à Toulouse. Et il repart à Toulouse avec sa moisson de renseignements, avec tout ce qu'il a observé depuis qu'il est arrivé. Alors, malchance, excès de confiance, imprudence, sûrement un peu de tout ça. C'était trop facile pour lui. On passe à ce moment-là de l'imprévu qui serait le hasard à l'inéluctable qui est le destin. Un enchaînement de rencontres, un enchaînement d'événements à ce point, ça devient inéluctable, le destin est en marche. Et la dérive personnelle d'un monstre va briser des vies qui étaient au service d'un idéal au sein du maquis. De là vont découler les arrestations. Le 3 mars, selon Desmond, il va nous raconter ce qui s'est passé et nous allons le lire. On va se souvenir que après l'affaire de Gaillac, il était donc à Toulouse, il est venu en visite en quelque sorte à Durfort, il est reparti à Toulouse et il se dit que, ma foi, il a en sa possession des renseignements qui peuvent valoir cher. Il se rend à la Feldgendarmerie de Toulouse, la police militaire, qui se trouvait à l'époque rue Rival, c'est une rue qui débouche sur la rue Ozen, la rue Alsace-Lorraine, pardon. Il va à la Feldgendarmerie, il parle de ce qu'il a vu. Aussitôt, on l'accompagne rue Meignac au KDS. Et dans la soirée, une opération va être montée pour être exécutée pendant la nuit et dès le lendemain matin. C'est pour ça que je vous disais en commençant que l'unité de temps est respectée puisque l'action se déroule dans un cadre de 24 heures. Il dit donc, une fois revenu à la Feldgendarmerie, je viens de vous le dire, il a un entretien et il fait un plan de la carrière. J'ai retrouvé une photo qui correspond à peu près à l'époque de la carrière de Durfort. C'était une carrière très haute qui, à la fin de son exploitation, faisait plus de 90 mètres de haut. Il continue. Il explique que Schmitt, son interlocuteur, a appelé 4 officiers pour préparer l'expédition. C'était en fin d'après-midi ou en soirée. Et vers 2h30, ils sont partis pour Revel.
À Revel, 20 hommes restent sur place pour procéder à l'arrestation de l'entrepreneur transport et ses employés. C'était mon père, c'était au numéro 2 et au numéro 6 de l'avenue de la Gare. Quant au reste du convoi, il continue jusqu'à Durfort et on arrête le directeur, Roger, le frère de Charles, de ses contremaîtres et ses ouvriers qui couchaient dans des baraques sur le chantier même. C'est vrai qu'il y avait des gens qui couchaient sur place, mais il y en avait d'autres, parce qu'ils étaient nombreux, qui couchaient dans des maisons du village. Il continue. Une autre photo de la carrière. Schmitt, à ce moment-là, tirait avec un fusil mitrailleur sur un jeune qui tentait de s'enfuir et il l'a blessé. En fait, il y avait deux jeunes gens qui ont tenté de fuir et un d'entre eux a réussi à s'échapper sans être blessé. Le deuxième a été blessé plus sérieusement. On en reparlera un peu plus tard. Et quand toutes les arrestations sont faites, le directeur le Schmitt, s'entretient avec Roger Arnaud et au bout d'un moment, ils reviennent avec 6 postes récepteurs, dans le genre de celui que j'avais vu pour la première fois. On se souvient que lors de sa première visite, il avait vu un poste émetteur-récepteur. Il explique donc d'où venaient ces postes. Alors, quand j'ai lu ces lignes, j'ai été un peu surpris de la façon apparemment courtoise dont mon oncle se serait entretenu avec le dénommé Schmitt. On le sait, vous savez peut-être, et nous savons dans la famille, que Roger Arnaud n'était pas homme à capituler facilement. Et il semble un petit peu bizarre qu'il remette si facilement les postes émetteurs. J'ai ma petite idée là-dessus, je vous la présenterai un peu plus tard. Schmitt fit également arrêter le maire et l'instituteur de village. Le maire, c'était Gabriel Malignon. Je sais que dans la salle, nous avons des membres de la famille de Gabriel Malignon. Si je me trompe, je parle sous leur contrôle. Gabriel Malignon, l'instituteur de village, qui s'appelait Maurice Durand, les tenant pour responsables et complices des menées anti-allemandes, vous le voyez. Et il s'empresse de dire « J'ignore ce qu'elles sont devenues par la suite ». On se lave les mains. Je ne suis pas responsable, je n'ai pas fait grand-chose de grave, je ne sais pas ce qui s'est passé par de suite. Cet argument était systématiquement employé par tous les chefs de KDS que je vous ai présentés au début. Lorsque l'instruction a eu lieu à Bordeaux, ils ont tous dit qu'ils ignoraient parfaitement ce qu'il advenait des prisonniers qu'ils ont envoyés dans la région parisienne. Ils ignoraient, paraît-il, que la déportation existait. Après le retour de l'expédition, là aussi, il minimise son rôle. Ma foi, je n'ai fait que l'interprète. Je reviens rue Meignac voir Martin. Martin était un membre du KDS, de la section 4, donc de la Gestapo. Il est félicité, ma foi. Pourquoi ne pas prendre les récompenses et les éloges? Et il a, encore mieux que Judas, une prime de 10 000 francs, 30 cartes d'alimentation, et il ne dit pas là, mais dans un autre document ça apparaît, une carte d'agent permanent de la Gestapo. Voilà. Ça, c'est la version de Desmond le traître. Le 3 mars à Revel, dans une déposition du mois de décembre 1944, on va voir par les témoins qui ont vécu la scène, on va voir de quoi il retourne. Donc l'arrestation de Charles Arnaud, c'était un objectif, on l'avait au début, il y a donc une partie de la troupe qui s'arrête, au numéro 2 de l'avenue de la Gare, je me répète, pour l'arrêter. Il sortait ce matin-là pour aller, non pas, comme j'ai pu le lire dans certaines publications, chercher des pommes de terre en Corrèze pour le maquis, il allait à Albi chercher un chargement de chaux à l'usine de Ranteil avec
l'ingénieur des ponts et chaussées, dont je vais vous parler dans un instant. Il sort de chez lui, il est ceinturé par des hommes que d'abord il n'identifie pas, il essaie de fuir, il essuie une, deux, on ne sait pas trop, rafales de mitraillettes, comprenant qu'il s'agit d'Allemands, il n'insiste pas, il se rend et il est fait prisonnier. Dans le même temps, Georges Barrault était un chauffeur qui était arrivé au garage au numéro 6, donc à côté, à 6 heures du matin, parce qu'à l'époque, les camions roulaient au gazogène, il fallait les préparer, c'était assez long le matin. Donc Georges Barrault était venu préparer les camions, et lui aussi est appréhendé par des Allemands qu'il distingue, il était 6 heures du matin, il faisait noir, qu'il ne distingue pas très bien. Tout le monde dira, je vous le confirmerai tout de suite, qu'il y avait des militaires et un civil qui portait un chapeau avec le bord rabattu sur les yeux, que personne n'a jamais pu identifier. Donc Georges Barrault est appréhendé. Arrive l'ingénieur des ponts et chaussées Pierre Mieusens, qui est resté par la suite très longtemps à Revel. Lui aussi est appréhendé. Il venait attendre mon père pour partir à Albi. Ils sont conduits au fond du garage, enchaînés, menottés contre le mur, interdiction de se parler. Arrive un deuxième chauffeur un peu plus tard, Ernest Pélissou, même traitement. Il rejoint donc les deux autres, et mon père, qui, dans l'intervalle, avait été amené avec les précédents. Il est intéressant de lire le témoignage de ma mère, qui va recouper tout ce que je viens de vous dire. Elle explique que vers 6 heures du matin, son mari est descendu. Une fois dans la rue, il a été appréhendé. Elle ajoute que, au bout d'un moment, donc mon père a été amené au garage, mais au bout d'un moment, tout le monde est revenu, les Allemands et mon père sont montés dans l'appartement pour une perquisition. Ils cherchaient des postes émetteurs. Ne trouvant rien, ils sont repartis au garage. Ils ont perquisitionné l'atelier qui était au fond et le bureau qui était vers l'entrée. Et ne trouvant rien, ils ont ensuite arrêté tous les ouvriers qui venaient et qui profitaient des camions pour être amenés à Durfort. Tout le monde a eu le même traitement menotté au fond du garage. Ce que l'on constate, c'est que tous les témoins de cette matinée racontent la même chose finalement. Les événements sont parfaitement superposables. Et il y a quelque chose de très important, c'est que chacun conclut en disant « Je ne sais pas pourquoi Charles Arnaud a été arrêté ». Alors, c'est un pur mensonge. Évidemment, tout le monde le savait. Mais en décembre 1944, il était encore imprudent de faire des révélations qui auraient pu nuire aux déportés. Il ne fallait pas avouer, ou il valait mieux ne pas faire ces révélations, dont tous disent qu'on ne comprend pas pourquoi il a été arrêté. Le 3 mars à Durfort, c'était en priorité pour Roger Arnaud. Mais lui, il habitait aussi très près de sa carrière, à 50 mètres à peu près, et avec lui sont arrêtés ce jour-là 12 autres personnes que vous avez ici, là. Les personnes dont les noms sont suivis d'un astérisque sont les personnes qui sont revenues de déportation. Les autres sont morts en déportation. Ali Mohamed, un Algérien, et vous voyez, etc. Vous le voyez. Vous voyez aussi qu'ils n'étaient pas tous originaires de la région. Ils voulaient échapper au STO, et c'était un moyen d'échapper donc à cette obligation. Parmi les noms, on retrouve évidemment le nom de Gabriel Malignon, le maire de Durfort, qui n'est pas rentré. On retrouve le nom de André Bonnet,
plus haut, qui venait de Marseille. Et puis, Raymond Durand, pardon, je l'appelais Maurice tout à l'heure, Raymond, l'instituteur, qui lui est rentré, qui a publié des mémoires dont le titre est « Quand la mort rôdait », auto-édité, mais qui était une source de renseignement très précieuse. Raymond Durand, lui, revendique son appartenance au maquis de Durfort, alors que certains rapports de gendarmerie, on le verra tout à l'heure, disent qu'il n'avait rien à y voir. Raymond Durand était vraiment un résistant. Deux autres victimes, Maurice Boude est celui qui a été blessé par une rafale de fusil mitrailleur. Il a été blessé aux jambes, il a été récupéré par les Allemands qui l'ont traîné jusqu'au niveau de la route et qui l'ont jeté dans le Sort qui passe à côté, qui n'est pas très profond à cet endroit-là, mais qui l'ont abandonné dans l'eau. Des témoignages d'autres personnes, je crois, si je me rappelle bien, de Raymond Durand, disent que c'est un médecin de Sorèze, le docteur Vessière, qui est venu le soigner en urgence. Maurice Boude a été ensuite transporté à Revel, de Revel à l'hôpital Lagrave à Toulouse, où des résistants l'ont kidnappé, entre guillemets, et caché chez des particuliers jusqu'à la libération de la ville. Quant à Brun, je n'ai pas trouvé son prénom, et il a pu échapper, heureusement pour lui, et il ne fera pas partie des déportés. Voilà. À ce niveau des témoignages, il se pose pour moi deux questions. Personne dans les témoins, dans les dépositions, ne parle d'une perquisition au domicile de Roger Arnaud, alors que le domicile de mon père à Revel a été perquisitionné. Et le domicile en question est à 50 mètres à la carrière. Personne non plus, je n'ai pas trouvé non plus, pardon, de témoignage de déposition de la femme de Roger, qui s'appelait Denise, alors que ma mère a été convoquée à déposer, à témoigner. Et je trouve, ça m'étonne. Alors j'ai peut-être un début d'explication. J'en ai parlé à ma tante Lily, que je citais tout à l'heure, qui a bien connu et pour son frère, et elle m'a dit que c'était tout à fait plausible, que ça lui ressemblait beaucoup. Alors je vous explique. Roger Arnaud savait que le traître avait vu un poste émetteur. Et il savait donc que les postes émetteurs, c'était fichu, ils allaient être trouvés, puisqu'ils venaient pour ça. Je me demande s'il n'a pas cédé volontairement ces postes émetteurs par stratégie pour créer une diversion, pour éviter que les Allemands n'aillent perquisitionner chez lui, à côté, où se trouvait sa femme et ses 4 petites filles. Il se peut que ce soit pour créer une diversion. Je n'en suis pas sûr, mais je me suis demandé pourquoi ça s'était passé comme ça. Une autre question, je me demande aussi comment ça se fait que mon grand-père, Justin Arnaud, qui habitait dans ce qu'on appelait à l'époque l'avenue des 2 gares, et qui est aujourd'hui l'avenue des Frères Arnaud, il habitait là-bas, il était lui aussi compromis dans le maquis, et je me suis demandé pourquoi il n'avait pas été inquiété. J'ai pensé que finalement, cette affaire était une double opportunité. Une opportunité pour Desmond qui, par un coup de chance extraordinaire, tombe sur des renseignements qui, pour lui, valent de l'or. C'est une opportunité pour la Gestapo, à qui on livre presque clé en main une opération qui a réussi à être montée en une nuit. Parce que, et donc, tout le monde saute sur l'occasion. Parce que si l'opération avait été le résultat d'une enquête méthodique de la Gestapo, je pense que la Gestapo aurait découvert toutes les ramifications du maquis de Durfort et que mon grand-père ne s'en serait pas tiré comme ça. D'autant plus
que beaucoup de parachutage d'armes pendant la nuit avait lieu au-dessus de sa propriété de Conquet, près de Cessac, et qu'il était fortement engagé, d'une autre façon, mais fortement engagé dans le maquis. Ces deux questions que je me pose restent au stade d'hypothèse, ce ne sont pas des réponses fermes, mais personnellement, j'y crois beaucoup. On voit ensuite le 3 mars, d'après la gendarmerie. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien ce document-là. Je vais vous l'expliquer rapidement. Ce document, c'est le premier rapport de gendarmerie qui a été établi le 3 mars, le jour même de l'arrestation. Il est établi par la brigade Villefranche de Lauragais. Et c'est curieux, donc le 3 mars, la date est signalée, c'est curieux parce qu'en référence, on cite une référence, pardon, c'est le cas de le dire, en référence, pardon, on cite une note j'ai oublié, je ne le vois plus là maintenant clairement, du 23 ou du 20 mai, mettons, 44. Il est quand même bizarre de prendre une référence postérieure de plus de mois à la date de l'événement. Donc une photo de frappe, sans doute. On domicilie mon père, place de Castres, qui n'a jamais existé, à ma connaissance, à Revel. Et le motif de cette arrestation a été ignoré. Ça, c'est cohérent par rapport à ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Mais de Revel, ces mêmes autorités se sont déplacées à Durfort. L'emploi de ces mêmes autorités, pour moi, semble montrer que, ma foi, on légitime l'action de ces autorités. Ce ne sont pas des occupants, ce ne sont pas des ennemis, ce sont des autorités qui finalement agissent à leur guise sur notre territoire. Alors, ce document, il est un exemple de ce qui se faisait à l'époque. Le gouvernement provisoire avait donné comme recommandation de ne faire que des rapports et des fiches de renseignement, parce que les procès-verbaux, eux, entraînaient des poursuites judiciaires qui n'étaient pas dans l'air du temps, dont l'instruction était claire, pas de procès verbal. Et on a toute une série de rapports comme celui-ci, plus ou moins fiables, faits plus ou moins à la va-vite, avec beaucoup d'approximations, comme les adresses par exemple. J'en ai beaucoup à citer dans ce que j'ai lu. Il y a des erreurs de personnes, par exemple, presque systématiquement dans ces rapports-là, on confond Charles et Roger. Ensuite, sur les listes de prisonniers ou de personnes arrêtées, d'un rapport à l'autre, ça n'est jamais exactement la même liste. Comme si un jour on s'était fié à la liste du personnel de la carrière sans s'occuper de savoir s'ils étaient présents ce jour-là ou pas. Bref, là encore, des erreurs de personnes, beaucoup d'approximations. Et surtout, quelque chose qui m'a beaucoup choqué, un auteur de ces rapports dit que finalement, seul le nommé Arnaud Roger déployait une activité assez grande au service de la résistance. Bon, voilà. Ni le maire, ni le secrétaire de mairie n'étaient coupables d'actes de faits susceptibles de nuire aux troupes d'occupation. Je trouve que l'emploi de ce mot coupable révèle beaucoup de choses. On aurait pu écrire là à peu près pareil en disant n'étaient les auteurs d'actes. Mais employer le mot coupable, c'est employer la terminologie de la Gestapo. Et franchement, on n'était pas obligé de le faire sur un document pareil. Malgré tout, ce qu'on peut reprocher à ces documents-là et à ce qu'on vient de voir, il y a des convergences nombreuses et des différences dont je viens de vous parler à l'instant. Il y a une unanimité, il y a un signe qui s'est rajouté, qui a été mal frappé, donc il ne faut pas en tenir compte. L'unanimité, elle se fait aussi sur le déroulé de la soirée et de la nuit et de la journée. Les choses sont cohérentes, de sorte que malgré tout, ça permet de faire une reconstitution fiable de ce qui s'est passé le 3 mars. Il reste à voir
comment la Gestapo a fait le compte-rendu de cette journée. Pour la Gestapo, c'est simplement une affaire de poste émetteur. Alors que dans des rapports de gendarmerie, on signale qu'on a découvert des armes, qu'on a découvert des explosifs, mais des explosifs dans une carrière, ça peut s'expliquer, et des postes émetteurs. La Gestapo, elle, ne parle que de postes émetteurs et ne parle pas d'armes. Ils ne cherchaient que ça. Il y a eu 5 inculpés. Martin, dont on a parlé déjà, qui a récompensé Desmond, il se souvient, mais il nie avoir remis de l'argent à Desmond, qu'il dit ne pas connaître. Desmond, lui, dit exactement le contraire. Un autre inculpé, Wentzlau, il se souvient, Fischer, l'adjoint de Martin, avait mis à sa disposition l'indicateur. Il admet lui avoir peut-être fait remettre 10 000 francs. Quant à Wolf, il dit que c'était traité, ces affaires-là étaient traitées par Fischer. Donc personne ne s'engage, et que les deux autres, les deux derniers inculpés, disent qu'ils n'ont rien à déclarer, qu'ils ne connaissent pas l'histoire. Ça montre que la mémoire peut être défaillante, que l'oubli est un corollaire de la mémoire. Ça montre peut-être aussi que ces actions-là, pour eux, étaient une routine qui ne laissait pas de traces dans leur esprit ni dans leur conscience. En tout cas, il semble qu'ils ne cherchaient pas et ils n'ont pas trouvé autre chose que des postes émetteurs. Après les arrestations, dont on vient de parler longuement, arrive l'épisode de la prison Saint-Michel, torture et déportation. Pour la torture, il faut parler de Roger Arnaud. Raymond Durand, le secrétaire de mairie, dans ses mémoires, se souvient, vers midi, ils sont incarcérés à Saint-Michel. Un fourgon cellulaire, j'ai oublié de vous le dire, était passé vers 11h à Revel, rempli des prisonniers qui venaient de Durfort, et ont pris en même temps mon père. Ils organisent leur défense, et Roger Arnaud dira que ces co-détenus ne sont pas au courant. Roger Arnaud était aussi en contact avec d'autres petits maquis de la région qui n'avaient pas encore été réorganisés et intégrés au corps franc de la Montagne Noire. Donc il avait pas mal de contacts sur d'autres organisations de résistance. Quelques jours après, Raymond Durand, à Saint-Michel, le croise dans un couloir. Il y a un coup d'œil, ça va, sourire. La deuxième fois que je le vois, c'est Raymond Durand qui parle. Je le vois, il a un bras en écharpe. Peu après, la troisième fois, ses deux bras attachés sont suspendus à son cou. Roger Arnaud n'a dénoncé personne. Condamné à mort et fusillé le 8 avril, vous le voyez, son corps a été retrouvé le 7 septembre 1944 dans le jardin de Bondelong. J'ai pu consulter sur un site qui est assez accessible, qui s'appelle le Métron des fusillés. Le Métron était un historien qui a beaucoup étudié les questions de résistance, etc. Et donc, il y a un annuaire biographique de toutes les victimes du nazisme. Dans le Métron des fusillés, on trouve un tas de renseignements sur les victimes, les personnes qui ont été fusillées, et une des personnes qui a été fusillée en même temps que Roger Arnaud explique dans une lettre adressée à sa famille qu'il y a eu un attentat à Toulouse, que les SS, les autorités allemandes en tout cas, ont décidé de prendre des otages au nombre de 9, que ces 9 otages ont été jugés le matin du 8 avril 1944 à 10h du matin, donc, que le procès a duré 1h40, et il dit dans cette lettre: je fais mon courrier, on nous a donné 5 cigarettes, j'en suis à la 2e, et nous serons fusillés à 17h. Roger Arnaud, lui, a écrit, a dicté, puisqu'il ne pouvait pas écrire,
a dicté une lettre à son père. Je ne vous dirai pas le contenu de la lettre. Je ne veux pas étaler des choses trop personnelles. Je vous dirai simplement la fin. Il dit « Je regrette de vous quitter. Je ne regrette pas d'avoir fait mon devoir. Vive la France ». Je vais vous parler du charnier de Bordelongue. Le 7 septembre, on découvre à la hauteur du 244 route de Seyss une fosse commune avec à l'intérieur 28 cercueils. C'est une fermière qui habitait dans ce quartier-là, qui avait observé auparavant des mouvements anormaux dans un champ voisin de chez elle, et elle avait noté depuis le mois de novembre 1943 toutes les anomalies jusqu'au 8 avril 1944. Et elle révèle ça au Centre de défense passive de Toulouse le 7 septembre. Il faut savoir que la ville de Toulouse a été libérée le 21 août. Jusqu'au 21 août, il n'était guère possible de parler. Donc l'affaire sorte à cette date-là n'a rien d'étonnant. Tu peux descendre, s'il te plaît. Le 9 septembre, mon grand-père, Justin Arnaud, dont je vous ai parlé tout à l'heure, est convoqué aux pompes funèbres en vue de l'identification des corps. Et il reconnaît formellement, je le cite, notamment aux vêtements qu'il portait, le cercueil numéro 14 comme contenant le corps de son fils. Le 13 septembre, ce sont les obsèques à Revel, devant une foule considérable. D'après un article du journal La Victoire de cette époque-là qui relate l'événement, lorsque le camion qui transportait la dépouille de mon oncle est arrivé à Revel, tous les commerces ont baissé instantanément leurs rideaux et la foule s'est rendue au ce que nous appelons à Revel le rond pour accueillir le véhicule. Dans ce véhicule, il y avait aussi le corps d'Émile Béteille, qui était un cantonnier du Lampi, qui avait été arrêté ailleurs, à une autre occasion, mais qui avait fait partie des otages du 8 avril. Tu peux continuer, s'il te plaît? Aujourd'hui, voilà, à la place de la fosse commune, il y a ce monument qui commémore le sacrifice des patriotes qui ont été exécutés ce jour-là. Tu peux continuer, Xavier? Il y avait à la prison les interrogatoires à Saint-Michel. Celui qui s'appelait Alliance, il était dans la liste tout à l'heure, dit qu'il a été frappé plusieurs fois. Et cela s'est passé à la sacristie de la prison de la chapelle de la prison Saint-Michel. Tous les témoignages, généralement, sont très sobres, très succincts. Georges Martinel est un peu plus prolixe. Il décrit en détail les sévices qu'il a subis, 2 points, et l'énumération qui vient. Il continue en disant qu'après cette torture, on l'a ramené à la prison de Saint-Michel et on ne s'est plus occupé de lui. Et sa déposition ne permet pas d'en savoir davantage. Quant à Raymond Durand et François Morel, ils disent qu'ils n'ont pas subi de sévices pendant les interrogatoires. Tu peux continuer? Les déportés, on va avoir toute une liste de déportés et la chronologie de leur déportation, justement. Ceux qui ne sont pas rentrés de déportation, continue, Xavier, s'il te plaît. Ensuite, Georges Martinel, pour parler de lui, a été envoyé à Dachau, transféré à Hersbruck. Il déclare s'être évadé à l'arrivée des troupes américaines. Tu peux continuer. Raymond Durand, vous le voyez, ne fut libéré que le 2 mai 1945, après être passé à Neuengamme. Et quant à Fernand Morin, Jean Escande et ses 5 déportés, ils sont partis pour Compiègne à la fin du mois de mars, comme vous le voyez. Il y a encore une ligne, Xavier. Et malheureusement, les 3 noms que l'on voit ici ne sont jamais revenus. Tu
peux continuer. Compiègne, c'était une gare de triage pour la déportation. Il y avait 2 camps, il y avait Drancy pour les Juifs et Compiègne, Frontalac 122, pour ceux qui venaient de différentes origines. Près de 50 000 prisonniers sont passés par le camp de Royal-Lieu, c'est Compiègne, hein, pour aller en Allemagne, en 3 ans finalement. Vas-y, s'il te plaît. Ma mère avait 2 documents qui attestaient du passage de mon père à Compiègne. Le premier document, je ne vous le montrerai pas, c'était une image pieuse qu'elle avait confiée à un aumônier, qu'il avait confiée à un aumônier, et au dos de cette image pieuse, le jour de Pâques, il avait écrit un message, je vous cite simplement la destinataire, pour sa chère famille. Parallèlement, ma mère a reçu cette facture de la Croix-Rouge. Je ne sais pas si vous pouvez le lire. On dit là-dessus que, chère madame, M. Arnaud nous a fait demander un bandage hernière, que nous avons pu le remettre aujourd'hui, ce soir. Il nous a aussi précisé de nous adresser à vous pour le remboursement de 125 francs. Veuillez croire madame, etc., etc. Bon, donc une facture pour un bandage hernière que mon père avait demandé. Ce que j'ai trouvé curieux, c'est qu'on ne donne aucune information sur le prisonnier, à part son problème de hernie. Il n'y a aucun détail, aucun renseignement sur son état moral, sur sa santé générale. C'est peut-être la censure, peut-être. Tu peux continuer, Xavier? Le convoi des tatoués, 27 avril 1944. Tu peux avancer, s'il te plaît. Ce convoi des tatoués, qui est parti le 27 avril, il faudra expliquer, je vais le faire dans un instant, pourquoi on l'appelle comme ça. C'est d'abord le 3e convoi de non-juifs qui directement est allé à Auschwitz. Non-juif, je l'ai souligné, parce que l'expression n'exprime aucun rejet, ce n'est pas une expression discriminatoire, simplement que les origines de ces détenus, de ces déportés étaient tellement diverses qu'il était très difficile de les cataloguer autrement. De toute façon, une fois internés, tu peux continuer, Xavier, ils étaient considérés comme des prisonniers politiques et ils devaient porter cet insigne sur leur vêtement de bagnard, avec un triangle rouge renversé, l'initiale F et un numéro matricule que l'on voit ici. Tu peux continuer à avancer. Le convoi est donc parti de Compiègne. Il est allé à Metz. À Metz, les cheminots français ont été remplacés par des cheminots allemands. À ce niveau-là, arrivé à Metz, je me dis, mais c'est un problème connu qui a été évoqué ailleurs, c'est quand même la SNCF ou les chemins de fer français et le personnel français qui a participé à la déportation. À partir de Metz, ce sont des cheminots allemands et on passe à Buchenwald. Là, à Buchenwald, le train stationne pendant plusieurs heures à Weimar, à côté, pour finir finalement le 30 avril à Auschwitz. À Auschwitz, ils arrivent en fin d'après-midi. On a beaucoup écrit sur les conditions de détention à Auschwitz, sur l'arrivée des convois, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus. Sauf que ces prisonniers étaient dans des wagons à 100 personnes, dans des wagons qui faisaient 7 mètres de long sur 2,50 mètres de large. Ils arrivent à Auschwitz, ils sont débarqués à 2 km de leur baraquement de destination. Là, ils sont tondus, douchés, désinfectés au grésil et tatoués sur l'extérieur du bras gauche parce qu'il suffisait à ce moment-là de relever une manche pour identifier un cadavre. Et c'est là que le mystère commence. Pourquoi ont-ils été tatoués alors que la plupart des détenus, des destinataires pour des prisonniers qui arrivaient à Auschwitz étaient destinés à la chambre à gaz, on n'avait pas besoin de les tatouer.
Alors, il est possible qu'ils aient été destinés à être condamnés au travail. C'est possible. Mais 15 jours après, un train est reformé. Tu peux continuer, Xavier, s'il te plaît. Et il part pour Buchenwald. Alors, on voit ici en haut le limal, le nombre 1677 prisonniers qui repartent d'Auschwitz pour Buchenwald. Une flèche désigne le nom de mon père, avec dans la colonne à côté sa profession déclarée, mécanicien. Et ces prisonniers arrivent à Buchenwald en provenance d'Auschwitz le 14 mai. À l'entrée du petit camp, parce qu'il y avait le grand camp à Buchenwald, le petit camp qui était horrible, avait une inscription au début qui disait « Jedem das Seine », ce qui veut dire « chacun son dû », humour et cesse. Tu peux continuer, s'il te plaît. J'ai récupéré un questionnaire individuel de détenus, difficile à lire. En haut, à droite, il y a le tatouage d'Auschwitz, 184 960. Au-dessous, le numéro matricule de Buchenwald, 53 226. Et sur cette fiche individuelle, on voit l'état civil, la profession, vous voyez tout ça. Et une information importante, c'est le BDS de Paris qui a décidé d'envoyer le convoi à Auschwitz. Le BDS, c'était un bureau à Paris, le commandement de la police de sécurité, qui gérait, qui tenait la comptabilité de la déportation, de la destination du nombre de déportés. Cela a été géré depuis Paris par le BDS. Et on voit, à côté de la flèche, que c'est le BDS de Paris qui a envoyé ce convoi à Auschwitz. On voit ensuite qu'il y a un tampon de Flossenbürg. Ici, je ne le vois pas. Si, c'est Flossenbürg. Tu peux continuer, Xavier. J'ai récupéré aussi le fichier de contrôle de courrier. On voit que l'entrée en internement, Engel, ça veut dire c'est l'entrée, c'est le début, Auschwitz, c'est bien ça. Après, il y a des tampons qui se baladent. Et on voit qu'il n'y a aucun envoi de courrier, aucune réception. Alors, ce qu'on voit, et mon père en particulier, n'était pas classé Nacht und Nebel, c'est-à-dire nuit et brouillard. Mais il y avait nuit et brouillard, ça voulait dire qu'il fallait laisser les familles dans les incertitudes pour accroître l'angoisse des familles des détenus. Mais il y avait des notices de recommandations allemandes qui conseillaient très fortement de contrôler le courrier qui entrait, qui sortait, et au cas où un prisonnier aurait pu établir un contact, de surveiller très étroitement ce qui se passait entre le prisonnier et les autres destinataires. Pour mon père, il n'y a rien eu. Tu peux continuer? Les effets personnels, chaque prisonnier, en arrivant dans un camp de concentration, devait remettre aux autorités du camp ses effets personnels. Et là, il y a une liste qui n'est pas très lisible, qui donne la liste, justement, des détenus dont les effets personnels ont été transférés d'Auschwitz à Buchenwald. Tu continues, là, on peut passer rapidement. Concernant mon père, la première fiche qui arrive d'Auschwitz est vide. Il n'y a aucun effet qui a été transmis, c'est dans le mal là-haut. Et mon père partira ensuite pour Flossenbürg. Tu peux y aller maintenant? Ah oui, en haut, j'ai rajouté le numéro matricule, le tatouage de Auschwitz, et encore un peu, il y a le tatouage, le numéro matricule de Buchenwald. Tu peux avancer, Xavier? Là, il y a un document qui précise que les papiers d'identité des détenus, dont la liste suit, seront acheminés sous enveloppe au camp de destination. Tu peux avancer. Le 25 mai, la liste de convois au départ de Buchenwald, parce que le convoi des tatoués va être scindé en deux. 1000 d'entre eux vont partir à Flossenbürg. Et là, sur la liste de convois, au lieu d'apparaître par ordre alphabétique, ils apparaissent
par ordre de passage. Et on voit donc le nom de mon père avec la grosse flèche, et puis j'ai mis une barre qui va de Pierre Delrieux à Charles Arnaud. On trouve Gabriel Malignon, Jean Escande, François Morel, des détenus qui sont ensemble depuis le début, parce que là, ils ont été enregistrés par ordre de passage. C'est pour ça qu'on retrouve des gens qui sont là par affinité, parce qu'ils ont fait partie du même maquis, parce qu'ils sont de la même région, parce qu'ils se sont regroupés comme ça, et dont le classement, l'enregistrement est fait d'une façon différente par rapport à ce qui a été pratiqué jusqu'à présent. Tu peux continuer? Les effets personnels de mon père à Flossenbourg. Il fallait, je vous l'ai dit, les déclarer. Alors, je ne sais pas si c'est très lisible. En plus, ce sont des caractères gothiques. J'ai mis du temps à les déchiffrer et j'ai eu besoin d'aide pour les traduire. Et donc, en dessous, voilà ce que possédait mon père. 2 bonnets, une veste en cuir, un gilet en cuir, 2 pantalons, un pull plus 2. Alors ça, je me suis demandé, je me crois que la première liste qui a dû être établie n'avait qu'un pull. Est-ce qu'après, au fil de ce déménagement, si je puis dire, il avait réussi à se procurer 2 pulls de plus? Je n'en sais rien. De la même façon que pour les chemises, il y en a 2 plus une, un slip, une serviette, une paire de chaussures, une paire de chaussettes. C'était le trousseau de mon père en déportation. Un document très intéressant, la carte de détenu. Alors là aussi, c'est difficile à déchiffrer. On retrouve le BDS, en allemand Befehlshaber der Sicherheitspolizei, le commandement de la police de sécurité, qui gérait tout cela depuis Paris. Frankreich, ça veut dire c'est la France, bien sûr. Flossenbourg, c'est le nom du camp de concentration. 9333, c'est le nouveau matricule de mon père à Flossenbourg. En continuant par là-bas, on voit que l'entrée, le début de l'internement a eu lieu à Auschwitz. Et en haut, quelque chose de très important, on peut lire Meerschaum, ça veut dire écume de mer. C'était le nom de code qui était attribué aux déportés qui étaient condamnés à l'extermination par le travail. Donc, pour aller à Auschwitz, peut-être que ce convoi n'était pas destiné, bien sûr, aux chambres à gaz, mais il y avait la possibilité, il y avait eu la possibilité d'employer des prisonniers jusqu'à épuisement. Et c'était de ça, sans doute, qu'il s'agissait. Dans Meerschaum, c'était dans le catalogue ceux qui devaient mourir au travail. Quelque temps après, le code a été changé, il est devenu vent de printemps, et il y avait des poètes parmi les SS. Je peux continuer? On arrive à Flossenbourg, et on fait un peu le trajet inverse. Tu peux y aller, Xavier? On part de Flossenbourg, d'Auschwitz, on va à Buchenwald, et on finit à Flossenbourg, qui est à peu près à 250 km au nord de Munich. Tu peux continuer? Flossenbourg, c'est quoi? D'abord, KZ, c'est l'abréviation de camp de concentration. Et il est mal connu, ce camp, parce qu'aucun convoi de prisonniers, comme il est indiqué, français, n'est parti directement de France pour cette destination. On arrivait à Flossenbourg au bout d'un périple en Allemagne. C'est pour ça qu'il est mal connu, moins connu que d'autres. Il y avait une carrière de granit, et au début, des prisonniers de droit allemands. En 1940, les premiers étrangers arrivent, et en 1943, l'installation d'une usine Messerschmitt, une usine d'aviation, ce qui explique un gros besoin de main-d'œuvre. Et c'est peut-être pour ça qu'une partie du convoi des Tatoués a été détournée vers ce cas-là. Tu peux continuer? 16 longues barrettes en bois, le nombre de prisonniers, le nombre de victimes et les causes de la mort. Et le camp a été libéré par les Américains. Là aussi, j'ai fait simple, parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire par ailleurs,
mais on trouve de l'information très détaillée sur ce camp de Flossenbourg. Vas-y, s'il te plaît. Ben justement, avec Xavier, qui est aux manettes là maintenant, nous nous sommes rendus en 2007, le lundi de Pentecôte, à Flossenbourg. Et c'est le bâtiment de la commandanture, l'entrée principale. Et oui, à l'époque, j'avais déjà mis une petite légende sur les photos. C'est pour ça que c'est un peu en double là. Les photos sont de Xavier. Derrière le passage principal, on devine la zone réservée aux prisonniers et la place d'appel. Il y avait un appel toutes les semaines sur la place d'appel et tous les matins, quel que soit le temps, devant les baraquements. Tu continues ? Le camp a été pas mal démantelé, il ne reste pas grand-chose. Ça, c'est le bâtiment de détention et d'isolement. Sur la dalle que l'on devine au fond, c'était l'emplacement de l'infirmerie. Un cliché pris depuis la place d'appel, où il y avait une potence. L'emplacement des blocs, des baraques, a été privatisé, vous le voyez, et on a ce beau lotissement, séparé par une route, on la voit là, de ce qui reste du camp. Tu peux avancer. Voilà le même endroit, photographié en avril 1945, probablement par l'armée américaine au moment de la libération du camp. Les baraquements où vivaient les prisonniers en flanc de colline, vous les voyez, là où il y a on voit bien la végétation et le relief au fond, c'est bien le même endroit, avec un escalier 124 marches pour arriver en haut, et la flèche rouge indique le bloc 5 où se trouvait mon père. Quelque temps après la libération du camp, quelques mois, ma mère a reçu un courrier d'un voisin de paillasse de mon père, qui lui explique les conditions de vie au camp et qui lui explique aussi les derniers moments, au moment de la marche de la mort. Pour la vie au camp, mon père était employé à l'usine Messerschmitt. Et lui, c'est une profession qui, je crois, disparaît maintenant, il était avoué à Belfort, on l'employait comme terrassier. Et le soir, ils se retrouvaient sur leur paillasse à partager un bout de pain noir et à discuter pour s'en corriger mutuellement. Il disait à ma mère que mon père supportait assez bien le travail au camp et que finalement, il nourrissait beaucoup d'espoir, un grand espoir de revenir. Dans l'usine Messerschmitt, l'avantage par rapport à la carrière, c'est que l'usine était chauffée. L'inconvénient, c'est qu'ils étaient surveillés par des capots, c'était des repris de justice allemands qu'on employait comme gardiens, qui étaient d'une grande brutalité. Ils avaient inventé un jeu, il fallait, les capots, c'était présenté le défi d'exécuter un prisonnier par jour. On a ici le Mirador et l'entrée du souterrain qui subsiste, qui conduit au four crématoire de l'infirmerie. Tu peux continuer, Xavier? Là, c'est le plan incliné vers le four. On le voit ici. À l'époque, il y avait des rails et des wagonnets qui descendaient vers le four. Vas-y. Le four crématoire, qui abritait aussi une salle d'opération. On va la voir. Un four, il y en a plusieurs. Avec un, ça suffit pour se faire une idée. Vas-y. Et la table d'opération, certains disent que c'était plutôt une table de dissection. Et le docteur Schmitz, qui était un demi-fou, maniaco-dépressif, déclaré inapte au service à la Wehrmacht et qui avait été stérilisé, avait réussi à se faire embaucher comme adjoint du médecin SS du camp. Et on nous explique quelle était l'activité de ce bon docteur Schmitz. Pour se faire la main, spécialiste des amputations, un taux de décès de 60%. Au mur, il y a des plaques souvenirs et la plupart, autant que je me souvienne, portent des noms de juifs polonais. On continue. Ça, c'est la vallée de la mort. On devine là 2 rangées de stèles
on en reparlera. Chaque stèle correspond à une nation et porte l'inscription du nombre de victimes de chaque nation dans ce camp. Tu peux continuer. Au centre de la vallée de la mort, pyramide de cendres. C'est là qu'on dispersait les cendres des victimes après le passage au four crématoire. Vas-y. Un champ de tombes, il y en a plusieurs. En 1957, on en reparlera tout à l'heure, les camps des victimes de la marche de la mort ont été transférés à Flossenbourg. Et donc, on a des champs de tombes. On en verra un autre, au moins un autre, mais il y en a plusieurs. On reparlera de ce transfert des victimes et des corps. Tu peux avancer, Xavier? Encore un champ de tombes. Au fond, on voit la chapelle du Christ au cachot, qui est puis au fond un lieu de prière juif. Avançons, s'il te plaît. Et puis, sur le plan des nations, les stèles dont je vous parlais, la stèle des victimes françaises, 4771 victimes dans le camp, avec une inscription sur la stèle que vous voyez en bas. On peut continuer, Xavier, s'il te plaît. La route de Cham se prononce Kam en allemand. Donc, oui, si tu peux revenir un petit peu en arrière. Tu peux revenir un peu en arrière, Xavier? Bon, sinon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ah oui, merci. C'est un croquis qui a été établi par deux survivants qui ont participé à la marche de la mort, Robert Dennery et François Perrault, qui ont fait un pèlerinage en 1991 et qui ont refait le périple qu'ils avaient connu. On part de Flossenbourg au nord et on arrive en bas tout à fait. Vous voyez deux traits parallèles à Wetterfeld, direction Cham plutôt. Donc, le 20 avril 1945, le camp est évacué parce que les troupes américaines avancent, il faut évacuer le camp. Le nombre de prisonniers qui part en 4 colonnes, à pied bien sûr, destination Dachau, tout près de Munich. Ils partent bien sûr avec très peu de nourriture, un manque d'eau évident, et puis la fatigue qui pèse sur les épaules et sur les corps. On peut continuer, Xavier. Par contre, tu es juste à côté de l'estrade, du bord de l'estrade. Attention de ne pas tomber. Oui. Avance-toi, tu risques de tomber. Tu es au bord de l'estrade. Oui, non, pardon, oui, vous. Excusez-moi, je croyais que je me parlais de la diapositive. Merci, il y a quelqu'un qui m'a sauvé la vie. Surtout qu'à ce moment, je tombe facilement. Je vous raconterai peut-être. Donc, voilà, je m'avance. Le 22 avril, 80 km en 2 jours. On voit Wetterfeld vu depuis le mémorial. On reparlera du mémorial. Et l'orientation vers le nord se trouve Flossenbourg. Et c'est de par là-bas qu'arrivaient les colonnes de prisonniers. Tu continues, s'il te plaît. C'est la sortie de Wetterfeld, du village. Vous verrez pourquoi je vous parle de ça. Si on se dirige vers la droite, là, on va vers l'intersection de la route de Kam, que l'on va voir à l'instant. Vas-y, Xavier, tu peux continuer. Et un participant à cette marche a publié des mémoires qui s'appellent « Témoignages strasbourgeois ». C'était le matin du 22 avril. Je vis à cet endroit que les sentinelles SS passaient derrière tous ceux qui ne pouvaient plus se lever et leur tiraient une balle dans la tête. Signé Henri Margraf. Tu peux continuer, s'il te plaît. Vers 15 heures, Émile Guéant, c'était le compagnon de paillasse de mon père, dont je vous ai parlé tout à l'heure, dans la lettre qu'il a adressée à ma mère. Il explique les derniers instants de mon père. Depuis la veille, mon père, qui avait une hernie, vous le savez, avait de plus en plus de mal à marcher.
ses compagnons l'ont aidé, l'ont porté. En arrivant à Winterfeld, il a recommencé à marcher autant qu'il a pu. Avec des efforts surhumains, il a traversé le village. Et à cet endroit-là, que l'on voit maintenant sur la nouvelle photo, tu peux avancer peut-être encore un coup. Vous voyez la flèche rouge, c'est l'intersection de la rue de la précédente photo avec la route qui va de Cham à Roding. Et c'est dans ces environs-là qu'il a abandonné, qu'il a traversé le village et qu'il a demandé à son compagnon de l'abandonner. Il s'est assis sur une borne. Tu peux continuer. Et ça se passait le dimanche vers 15 h. Donc le matin, il y a le témoignage de Margrave. Vers 15 h, ce qui s'est passé pour mon père. Et dans la soirée, Robert Werner, qui est un historien, journaliste historien, qui a fait des recherches sur la marche de la mort, a expliqué que dans la soirée, à l'initiative des SS, une fosse dans le bois communal a été agrandie avec des prisonniers de guerre qui se trouvaient employés dans la population et avec des membres de la population. Donc on a préparé une fosse le soir du 22 avril. Pardon. Tu peux avancer, Xavier. Et le 23 avril, on voit au fond Cham, le village donc qui était en vue, qui était une des destinations proches. Tu continues, s'il te plaît. Une cinquantaine de prisonniers ce matin-là ont été désignés par les SS et ont été conduits dans le bois. Vous devinez pourquoi, ils ont tous été abattus ou égorgés et ensevelis, d'après Robert Werner, dans cette fosse qui avait été prévue la veille. Avant, ça vient. C'était le matin du 23 avril, et vers midi, une colonne blindée de la 90e division d'infanterie de la 3e armée américaine est arrivée et a libéré ce qui restait de la colonne à proximité de Cham, le village que l'on voit au fond. Vas-y. Le 1er mai 1945, c'est une photo des archives de l'armée américaine. Les Américains ont obligé le maire qui est désigné avant de le destituer à mobiliser les habitants qui avaient participé au creusement de la fosse et à obliger le maire à pratiquer l'exhumation des corps qu'ils avaient enterrés quelques jours avant. Continue. Les sépultures ensuite des autres victimes de la région, du coin, 597, ont été à plusieurs reprises déplacées. En fait, personne n'en voulait. Et elles avaient été réunies tant bien que mal près de la route que nous avons vue tout à l'heure. Mais en 1957, finalement, à force de déplacer ces sépultures, on a décidé de les transférer dans le cimetière du camp de Flossenburg, dans les fameux champs de tombes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et le mémorial se trouve aujourd'hui, non pas à la place des sépultures, il se trouve à flanc d'une colline, très mal indiquée, très mal entretenue. On y arrive par un sentier escarpé en très mauvais état. Les stèles de bois que vous voyez ont été profanées souvent, brûlées, remplacées. Et on voudrait le cacher, qu'on n'aurait pas fait mieux. Quand nous y sommes allés avec Xavier, on a eu du mal à le trouver, du mal à y accéder. Et on est arrivé sur quelque chose qui n'est pas à l'endroit où, normalement, ça devrait être. Et ça n'a rien à voir avec l'emplacement des sépultures. Tu peux continuer, s'il te plaît. Et le corps de mon père n'a jamais été retrouvé. Tu continues. Tout se passe finalement comme si l'on voulait effacer le souvenir. Dans le camp, on fait lotissement. Le mémorial n'est pas à la place qu'il devrait occuper. Personne ne voulait des sépultures. Et on trouve donc sur ces stèles de bois, d'abord une croix catholique qui parle de 567 corps
qui étaient enterrés ici, dit le texte. Or, ce n'est pas ici, c'était près de la route. Mais on n'a même pas pris la précaution de mettre une inscription correcte. À côté, la croix orthodoxe russe parle de 600 corps. On n'est pas à quelques dizaines près, n'est-ce pas? Et Robert Werner dénonce les morts, la situation dans laquelle se trouve le souvenir, la mémoire des victimes, et parle des morts sans nom de Wetterfeld, comme si l'on voulait effacer le souvenir. Xavier, tu peux continuer? Tu peux y aller? Oui, pardon. Il y avait, vous l'avez vu, finalement, l'armée américaine a libéré ce qui restait de la colonne, c'est-à-dire à peu près, c'est difficile à chiffrer, entre 2000 et 3000 victimes. Si on ajoute une colonne qui a atteint Dachau, une seule, et qui comportait 2000 personnes, on arrive à un total maximum de 5000 rescapés. Sur presque 15 000 au départ, ça fait 10 000 victimes. Sur 80 km, ça fait un mort tous les 8 mètres. Et à propos de... C'est difficile de donner des chiffres exacts, parce que souvent, les paysans, le matin, découvraient des corps dans leurs champs et les enterraient sans savoir, sans signaler à l'endroit où ils l'avaient fait, sans relever l'origine et bien sûr l'identité. Donc il est très difficile, il y a des corps qui n'ont pas été retrouvés, qui ne le seront sans doute jamais, et c'est difficile. Tous les auteurs annoncent le bilan humain avec beaucoup de précautions, mais autour de 10 000 morts, on doit être dans la vérité. Dans un théâtre, même quand il est mauvais, au théâtre, il y a l'épilogue. L'épilogue, on va voir, s'il te plaît. L'épilogue, c'est ce qui est passé en dehors du récit. Et voilà ce qui s'est passé le 30 juillet 1946, le procès de Desmond. Oui, pardon. Oui, oui. Décidément, je suis attiré par le vide. Bon. Bon, il faut bien détendre l'atmosphère un peu. Bon, oui, le procès de Desmond, condamné à mort, exécuté le 10 décembre 1946. Grâce à Jean-Paul Calvet, j'ai pu lire dernièrement un article de journal qui relate l'audience, la dernière après-midi d'audience de Desmond et celle de sa condamnation à mort. Il y avait 20 témoins. Il y avait parmi les témoins la femme de Roger, qui, en 1946, avait mis au monde mon cousin Roger, dont son père n'a jamais eu, ne serait-ce que l'information de sa naissance. Donc, il y avait ma tante Denise parmi les témoins. Et on a fait le bilan des méfaits de Desmond, 23 déportations, 11 morts, on en connaît quelques-uns, malheureusement. Pendant un moment, il a nié, y compris ce qu'il avait avoué dans la déposition que nous avons lue. Il a fini par dire « je suis prêt à payer » et il a été condamné à mort. Et quand j'ai vu cet article, j'ai lu quelque chose de troublant pour moi. Le commissaire de la République, du gouvernement, s'appelait Maître Follus, qui était un avocat renommé de Toulouse à l'époque. Et il se trouve que moi, j'étais élève en 5e au collège de Revel, et je restais à l'étude le soir. Mon voisin de pupitre s'appelait Gérard Follus, et c'était le fils de Maître Follus. Nous avions sympathisé, de sorte qu'on avait échangé pendant les vacances quelques cartes postales, et immédiatement, son adresse, presque 70 ans après, m'est revenue. Il habitait 2 rue du Ferretrat, dans le quartier d'Ampalo. Et ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que j'ai côtoyé ce camarade. Il ignorait sans doute que son père avait requis la peine de mort contre le monstre qui avait provoqué la mort du mien. Et tous les deux, nous avons sympathisé en ignorant ce lien qui pouvait nous unir. Voilà, c'est un détail personnel. Le 13 juin
Müller, le chef de la Gestapo, est condamné à mort. Wetzlow, 5 ans de prison. Martin, 6 ans de travaux forcés. Tu continues, Xavier, s'il te plaît. Et après tout ça, on efface le souvenir, comme on le fait du côté de Flossenburg. Tu peux avancer. Pour les individus comme pour les peuples, vivre, c'est oublier. Mais c'est plus ou moins facile à faire. C'est plus facile à dire qu'à faire. Et s'il est malsain de vivre dans le passé, il est quand même indispensable d'apprendre à vivre avec lui. Il s'agit à ce moment-là d'une reconstruction collective et individuelle pour survivre. Et il est capital de maintenir le dialogue, vas-y Xavier, entre les générations. J'ai évité, depuis le début, vous l'avez peut-être remarqué, d'employer le terme « devoir de mémoire ». Le devoir de mémoire, c'est un terme qui s'est galvaudé. Au départ, on l'employait pour la Shoah, puis on l'a employé pour la Deuxième Guerre mondiale en général, ensuite pour la Première Guerre mondiale, ensuite pour la mémoire postcoloniale, ensuite pour le génocide des Tutsis, par exemple. Bref, c'est un terme qui s'est généralisé à tel point que même les historiens ont publié en 2005 une revendication, un manifeste dans Libération pour demander l'abrogation des lois mémorielles. Et ils disent, et ils n'ont pas tort, je crois, que la multiplication des cérémonies de mémoire, de ces manifestations mémorielles, conduit, entre autres, au communautarisme. Donc, en plus, un philosophe dit, j'ai oublié son nom, tout d'un coup j'ai un trou, que c'est une mémoire obligée, le devoir de mémoire. C'est-à-dire qu'on trie ce qu'on a envie de célébrer, et en mettant sous le tapis un peu ce qu'on veut oublier. Donc, le travail de mémoire, ça demande d'abord un travail de connaissance, pour arriver à une mémoire vraie. Tu peux continuer? À côté de ça, il faut se garder de certains excès. Il y a parfois le développement d'une industrie de la mémoire. Comme j'étais professeur d'espagnol, je vais vous donner un exemple un peu loin de nous, comme ça ne fâchera personne. Vous savez peut-être qu'on recherche le corps de Federico García Lorca du côté en Espagne, en Andalousie, qu'on a des raisons de penser qu'il se trouve dans une zone assez bien délimitée, mais on ne l'a pas encore trouvé, ce qui n'empêche pas qu'on a déjà construit une infrastructure hôtelière en prévision. Il faut préférer une juste mémoire. Une juste mémoire n'est pas grandiloquente, elle est sobre, elle ne cherche pas le scandale, ni l'accroche, ni le racolage. Elle évite tout ce qui est kitsch. Kitsch est un mot autrichien qui signifie au départ mauvais goût. Donc il faut préférer une juste mémoire. Tu continues, Xavier? Le devoir de mémoire, il faut manier l'expression avec précaution. Et je vous dirais que les membres du maquis, eux, n'ont pas cherché de récompense, n'attendaient rien, ils n'ont pas couru après la gloire, mais ils ont fait leur devoir. Je vous remercie. Merci pour cet exposé très émouvant. Ce qui est certain, c'est que tu aides justement à cette reconstruction collective individuelle. On en a déjà parlé après ta conférence. Dans quelques mois, je sais qu'on prépare une publication. Est-ce que les écrits restent, notamment lorsqu'ils sont déposés à la BNF, c'est dans 1 siècle, 2 siècles, ton livre existera encore. Il y aura aussi une exposition qui sera faite. Voilà, je pense que peut-être il y a des questions à poser à
M. Guy Arnaud. Allez-y. Qu'est-ce qui a amené le fameux Desmond là, à aller à Durfort? Justement, il était. C'est vrai que ce moment de ses aveux est un peu embrouillé. Donc, il sortait de l'affaire de Gaillac et se retrouve à Toulouse, toujours sans papier. Il décide de s'en procurer par ses propres moyens. Et comment atterrit-il dans cette épicerie, dans ce café-épicerie de la route de Revel? Je n'en sais rien. Mais il explique au propriétaire quel est son problème. On lui propose d'abord de l'héberger, on lui prête un vélo, bref. Et on le met en rapport avec un employé de mairie de Toulouse. Cet employé de mairie lui fournit une carte d'identité. Il a changé 11 fois d'identité. Il lui fournit des papiers d'identité et lui dit que pour lui, pour Desmond, c'est trop dangereux de rester à Toulouse. Il lui dit de se préparer, sans lui dire où ils vont. Ils prennent le train, ils arrivent à Revel, ils se rendent au garage de mon père, ils vont à Durfort. À Durfort, ils tombent sur des ouvriers ou sans doute des réfractaires au STO à qui il paraît qu'il avait une gueule d'ange, qu'il inspirait confiance à tout le monde. Et quelqu'un à la carrière lui montre un poste émetteur qu'il faudrait monter. Bricoleur sans doute, il monte le poste émetteur. Et le soir, alors qu'il était prévu qu'il reste quelques jours à Durfort, le soir, il repart à Toulouse. À qui il a décidé, je ne sais rien. Il repart à Toulouse avec l'employé de mairie. Il se retrouve donc à Toulouse avec une moisson de renseignements. Il se dit que ça vaut cher. Il va à la Feldgendarmerie rue Rivals rencontrer le fameux Schmitt, qui le met en contact avec Martin, le SS du KDS. Et en une fin d'après-midi, une soirée, il monte l'opération. C'est pour ça que je pense que c'était une opportunité qui a été saisie à la fois par le KDS et par Desmond, parce que s'il y avait eu une enquête ordonnée, mon grand-père n'aurait pas échappé. Et autrement dit, la rafle du 3 mars aurait pu être encore pire. Voilà. En fait, il a été se cacher tout simplement à Durfort. Voilà. Et donc, et puis en plus, ils sont arrivés à Durfort en cherchant des postes émetteurs. Pourquoi? Parce que Desmond avait dit, j'ai vu un poste émetteur, il y a des postes émetteurs. Et alors que des rapports de gendarmerie disent qu'il y avait des armes, qu'il y avait des explosifs dans une carrière, c'est pas étonnant. Mais des armes, bien sûr, il y en a eu, mais ils n'étaient pas renseignés au sujet des armes. Ils cherchaient des postes émetteurs. Et à Revel, dans l'appartement de ma mère, ils cherchaient des postes émetteurs aussi. Dans le garage également. Voilà. Pardon. On te remercie tous. C'est moi qui vous remercie. Et, franchement, chaque fois que je viens à Revel, c'est la 3e fois, je suis très bien reçu. Et cette fois-ci, ce qui m'a en plus beaucoup touché, c'est que Jean-Paul et son équipe m'ont fait une confiance aveugle. Je leur ai dit ce que j'envisageais de faire et ils m'ont donné carte blanche pour le faire. Je suis très sensible à cette confiance. Je vous remercie.